Bonjour, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Bruno. Bonjour Eric, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Donc, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler, c'est en fait le premier épisode de notre série sur les design patterns. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le décorateur. Donc, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'utiliser? La première raison qu'on pourrait dire pourquoi on veut l'utiliser, c'est pour ajouter de la fonctionnalité optionnelle à une classe. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a besoin partout dans le cas de notre classe, mais qu'à certains moments, on en a besoin, puis on veut pas nécessairement que tous les objets qui l'utilisent l'aient d'accessible en permanence. Ensuite, c'est pour réutiliser ce qui est transversal au niveau de l'application. Par exemple, si on voulait que toutes nos classes permettent de loguer, de conserver un log de certaines informations, le décorateur serait une très belle manière de l'ajouter à toutes les classes qui en ont besoin. Est-ce que tu as un exemple du .NET Framework qui utilise un décorateur? Je pense qu'on peut penser entre autres à la classe Stream, qui permet justement avec les zips, tout ce qui est writer, ces choses-là. La compression. La compression, exactement, de décorer la fonctionnalité de base d'un stream. Cool. Ensuite, c'est aussi pourquoi pour séparer la séparation des responsabilités. Donc, notre décorateur, ce qui va appliquer la fonctionnalité supplémentaire à une classe, va seulement avoir une seule et unique responsabilité, c'est de faire son supplément, ce que lui il connaît puis qu'il a à faire, versus encore là une classe qui contiendrait tout, donc qui pourrait tout faire, mais pas nécessairement tout en même temps. Mais séparer les responsabilités, comment tu pourrais faire autrement qu'avec un décorateur? On pourrait y aller avec l'héritage. Qu'à ce moment-là, oui, on aurait chaque classe qui hérite, qui aurait chacune leur responsabilité. Mais l'héritage, c'est pas toujours une bonne chose. Ça enlève un peu de flexibilité de ce côté-là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on a peut-être un petit avantage dans certains cas à utiliser le décorateur. OK. Donc, ici, on a le diagramme. Je ne sais pas si Eric, tu veux peut-être nous l'expliquer pour le verbaliser pour tout le monde. Oui, en fait, le pattern décorateur, la plupart des gens qui l'utilisent l'implémentent un peu intuitivement. Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler du concept de wrapper, qui est un peu un décorateur, je dirais, pour les pauvres, qui ne fait pas toute la job du décorateur comme tel. Mais ce qui est intéressant du concept du décorateur, c'est l'idée d'avoir une classe abstraite de base qui nous permet ensuite d'implémenter un décorateur qui va essentiellement juste réappeler toutes les méthodes de base de la classe abstraite. Et puis, de ce décorateur-là, après ça, on peut dériver différentes classes concrètes qui vont réimplémenter juste partiellement certaines méthodes. Ce que ça permet d'avoir des classes qui vont juste appliquer des transformations ou des ajouts de fonctionnalités juste sur certaines méthodes, sans avoir à toutes réimplémenter les méthodes. J'ai déjà fait un décorateur, entre autres. On voit souvent le pattern décorateur dans les concepts UI, par exemple. Si on faisait un textbox puis on veut réimplémenter ou ajouter une fonctionnalité à un textbox dans du UI, le textbox, c'est une classe qui a énormément de propriétés. Tu ne veux pas avoir à te les retaper à chaque fois que tu ajoutes une fonctionnalité. Exactement. Donc, en l'enrobant d'un décorateur, tu es capable après ça d'implémenter juste des petites améliorations partielles de ça. Okay. Puis, je ne sais pas, toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner au niveau de est-ce qu'on utilise une classe abstraite ou une interface dans ce cas-ci? En fait, c'est qu'on n'utiliserait pas l'interface dans le cas où on a un API parce qu'on ne veut pas exposer des fonctionnalités que en changeant notre interface, on aurait à complètement... On briserait dans le fond ce qui est en place pour les gens qui utilisent déjà l'API. Si on voulait faire un peu un hybride qui serait peut-être le meilleur des deux mondes, ce serait d'avoir plusieurs interfaces qui ont chacune leur fonctionnalité à laquelle notre classe abstraite implémenterait toutes ces interfaces-là. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est plus intéressant d'ajouter des interfaces sur une classe abstraite duquel les utilisateurs vont pouvoir dériver que d'ajouter des fonctionnalités dans une même interface. Donc, tu peux faire de la composition de plusieurs interfaces dans une même classe abstraite. Exactement. Puis quelqu'un qui voudrait complètement redéfinir ce qu'on implémente par les interfaces pourrait le faire granulairement. Donc, pourrait choisir chaque morceau qu'il a besoin puis l'implémenter à sa manière. D'ailleurs, dans un projet sur lequel on travaille en ce moment, on l'a fait pour tout ce qui est Microsoft Identity, le framework d'authentification de Microsoft. C'est un framework qui est vraiment basé comme ça. On a une classe de base qui nous permet d'implémenter, mais on peut faire l'implémentation nous-mêmes de chacune des interfaces. C'est un peu le concept opt-in qu'on améliore, on ajoute les fonctionnalités aux besoins. Exactement. Parfait. Donc, je comprends bien, tu vas nous montrer un petit peu comment on pourrait implémenter ça. Tout est un gamer dans la vie. Oui, moi, je suis un gros amateur de jeux vidéo. Puis, je me suis dit, la meilleure manière pour peut-être le verbaliser pour moi, c'était d'essayer de transposer ça justement avec des exemples reliés aux jeux vidéo.
Je vous dis pas que ça va nécessairement refléter la réalité de comment on fait les jeux, c'est pas ça le but de la chose, mais c'est plus pour imager au sens figuré de comment les patterns peuvent être mis en place dans le projet. Bon, ben, si on est prêt, on va aller voir le code. Oui. Donc, je vous montre ici très sommairement. Dans le fond, ici, j'ai un projet qui n'utilise pas de décorateur. Donc, on aurait par exemple notre jeu vidéo, notre simple jeu vidéo de base, pas plus de détails que ça. Une version où on aurait l'option de multijoueur, qui est, si on regarde par exemple, en héritage de la classe simple jeu vidéo. Par la suite, on aurait ici, vous voyez, le jeu vidéo qui a une autre résolution, des graphiques. Et évidemment, un jeu qui inclut le multijoueur, la haute résolution, que là, bon, on a hérité de iRes pour ajouter la fonctionnalité de multiplayer. Est-ce que c'est nécessairement la meilleure manière? Donc là, tu te répètes, là, on brise un peu le pattern dry qui est Don't repeat yourself. Exactement. Donc, on ne voudrait pas avoir à implémenter le multiplayer à deux places différentes dans notre application. Exactement. Puis là, si ça change ou si iRes change, mais pas tout à fait de la même manière pour une ou pour l'autre, là, c'est là que ça peut nous créer plusieurs problèmes. Donc avec l'héritage, ce que ça veut dire, c'est qu'on sera obligé d'implémenter chacune des combinaisons possibles pour avoir toutes les feuilles, puis toutes les différentes combinaisons possibles de toutes les structures de classe. Exactement. Puis là, on a parlé d'une structure simple, mais si on pense par exemple à si on veut ajouter, c'est beaucoup à la mode ces temps-ci, le VR. On va ajouter un mode VR sur notre jeu. Là, il va falloir qu'on l'ajoute à plusieurs places. On va avoir un beau casse-tête de reconstruire tout ça. Okay. Si on regarde, juste pour vous montrer une comparaison quand même, le fait que, par exemple, ça c'est dans notre pattern qu'il n'y a pas de décorateur. Notre classe qui est iRes hérite de simple, fait juste redéfinir la description en disant qu'on a des graphiques haute résolution. Si on va voir côté décorateur maintenant, vous voyez que c'est à peu près pareil. Au final, la seule différence, c'est qu'on hérite de notre décorateur concret. Est-ce que tu peux nous montrer? Ça, c'est le décorateur concret. OK. Donc, si tu vas nous montrer qu'est-ce que c'est le décorateur concret. Oui. OK. Puis lui, il hérite de vidéogame. Fait que le décorateur, comme tel, se comporte comme un vidéogame. Donc, exactement. Donc, il implémente toute l'interface de la classe de base qu'on veut décorer, en fait. Puis, oui. OK. Donc, lui, il permet juste d'exposer les propriétés de notre vidéogame. Et donc, au final, ça nous donne un décorateur qui ressemble à ce niveau-là pas mal à ce qu'on avait dans notre classe du côté de l'héritage. Là, comme on disait, si on voulait acheter le VR... là, oui. je remarque que tu as juste overridé la propriété description dans ça, mais dans ton vidéogame, tu as d'autres choses aussi. Oui, il y a par exemple la propriété et le nombre de joueurs, que ici, dans le cas de la haute résolution, ça nous importe peu, donc on ne l'a pas redéfini. Si on allait voir par exemple le décorateur du multiplayer, c'est là qu'on verrait que le nombre de joueurs est redéfini. Puis là, si on se disait justement, notre exemple, c'est qu'on va acheter la VR à notre jeu, tout ce qu'on aurait à faire, là j'ai évidemment le bout de code déjà fait pour vous sauver l'écriture, mais tout ce qu'on a ici, c'est notre décorateur, puis tout simplement, qui va recevoir son nombre de joueurs, son jeu vidéo évidemment. Puis la description ici, tout ce qu'on a, c'est qu'on redéfinit notre description. OK. Puis quand tu veux enchaîner ça, parce que les décorateurs, il faut que tu construises ça à un moment donné, quelque chose. Comment on fait ça? Comment on fait la décoration de notre classe de base? Ben, si on va voir par exemple, là, pour l'exemple, ce que j'ai fait ici, c'est qu'on a toujours notre jeu vidéo de base qui, par la suite, dans le fond, on voit vraiment que l'idée du décorateur, c'est qu'on enrobe ce qu'on avait initialement. Donc ici, notre décorateur va recevoir ce qu'on avait à la base dans son constructeur, donc va le décorer. C'est le concept des poupées russes un peu, en fait. On a la poupée russe au centre, puis on fait juste l'enrober avec d'autres choses. Donc, il y a couches par-dessus. L'ordre a un peu d'importance dans ça aussi, à quelque part. Oui. Pour certaines choses, en fait. Effectivement, on pourrait y aller pas mal dans n'importe quel ordre. Puis là, je vois que tu as mis une condition sur ton iRes. Donc, ce qui est l'avantage de ce pattern-là, c'est qu'on peut, au runtime, ajouter ou ne pas ajouter certaines décorations. Exactement. On n'est pas pris avec cette fonctionnalité-là si, dans le contexte, on n'en a pas besoin. Puis par la suite, évidemment, là, je rajoute le multiplayer en plus. Puis si on revenait à vouloir ajouter notre VR, tout ce qu'on aurait à faire ici... Oups. Comme ça. On le passe.
Donc, le pattern est toujours le même, c'est qu'on repasse dans le constructeur l'objet qu'on est en train de décorer. Donc, c'est une chaîne qui s'enchaîne elle-même. Donc, tu redécores toujours avec le même objet qui a été défini à la base. Donc, pour tous les décorateurs, la seule chose qu'ils connaissent, eux autres, c'est un vidéo game de base, puis ils sont capables d'ajouter leurs fonctionnalités Au par-dessus. besoin, exactement. Puis donc là, si on laisse ça ici à l'écran, OK. Donc là, on a le simple jeu décorateur. oups. Ah, fait, oui, ça tu irait mieux réaffiches. si je Non, mais tu l'affichais, peux afficher, évidemment. ben, copie ta ligne 20, tu vas pouvoir Ouais. me faire afficher le avant-après décorateur. Donc, c'est bien, on va pouvoir avoir les deux Exactement. implémentations. Donc, on voit bien que Runtime, on a rajouté la partie VR est disponible par-dessus tout le reste qui avait Ouais, déjà donc été ça là. s'est fait avec quelques lignes de code seulement. Puis un autre aspect aussi que je peux montrer brièvement, mais qu'on pourrait encore là peut-être revoir dans d'autres capsules un peu plus en détail, mais au niveau de la couverture de test, là j'ai vraiment pu tester seulement ce qui est, par Ah exemple ouais. ici dans l'IRES, strictement au niveau du IRES. Donc là, tu peux tester des décorateurs unitairement. Donc, chaque décorateur peut être testé en isolation. Puis après ça, tu sais que On ton peut tout décorateur assembler fonctionne. ensemble, ça va bien fonctionner. Puis on peut même, exemple, je suis allé jusqu'à tester que, par exemple, si je wrap un multiplayer décorateur autour de mon IRES, ben je conserve ce que j'avais avant. Donc, j'ai perdu aucune fonctionnalité en ajoutant par-dessus. Nice. En passant, tout le code que vous voyez là, il est disponible sur notre GitHub. Donc, Oui, si vous cherchez GitHub Bracket Show, il va y avoir ça va être les disponible exemples de code. là-dessus. Donc, Puis le lien est disponible sur notre site aussi. puis sur la description de la vidéo, vous allez pouvoir voir aussi ces liens-là. Ouais. Donc, on pourrait maintenant passer à la conclusion. Ouais. Donc, maintenant qu'on a vu le code, c'est bien. On a fait le tour de ce que c'était l'implémentation du concept de décorateur. Mhm. Ouais. C'est quoi les avantages et inconvénients de cette C'est ça qu'on va technique-là? voir au niveau de la conclusion. Dans le fond, avantage, c'est évidemment ça favorise la composition plus que l'héritage. Donc, au lieu d'avoir une longue chaîne d'héritage pour tous les besoins qu'on a, ben, on peut y aller vraiment par composition, par petits morceaux qui implémentent chacun leur fonctionnalité. Un autre aspect qui est intéressant, c'est l'ajout de responsabilité aux besoins seulement. Donc, on a vu tantôt dans notre programme, on avait une variable qui nous permettait au runtime de savoir si oui ou non on voulait implémenter une fonctionnalité. Chose qu'on n'aurait peut-être pas aussi facilement, je pense, avec l'héritage. Oui, ben c'est ça. Comme on avait dit, il va falloir composer différentes structures puis avoir toutes les combinaisons ou toutes les permutations possibles. Là, on peut l'activer au runtime par une condition. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi de ça, c'est que ça réduit la complexité locale de notre classe principale. Donc, ce qu'on voyait notre simple jeu vidéo, ben lui, il a uniquement sa fonctionnalité à lui. Puis c'est chaque décorateur supplémentaire qui va y ajouter un plus-value. Donc là, dans les inconvénients plus complexes à construire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est que là, si par exemple, dans certains besoins, on a besoin d'enchaîner plusieurs décorateurs ensemble, c'est là que ça peut peut-être nous faire une déclaration qui est assez longue, assez fastidieuse à écrire. Ça vaudrait-tu la peine d'introduire à un moment donné le concept de factory dans ce pattern-là? Oui, oui, ça serait probablement un de nos prochains sujets. Factory, qui est, tu sais, dans le fond, si on peut le voir avec le concept des jeux vidéo ici, c'est que c'est notre usine, c'est le studio qui va produire les jeux vidéo. Ou le Donc, bootstrap de l'application au démarrage, on a ça souvent. On a une classe qui démarre tout le système, donc ce serait celle-là qui aurait la responsabilité de composer notre jeu vidéo, par exemple. exactement. Puis autre inconvénient aussi qui va un peu avec le premier, c'est que ça augmente la complexité globale, pardon, parce qu'on a beaucoup de petits objets à gauche, à droite. Donc c'est sûr que si on n'est pas familier avec ça, ça peut peut-être être un peu mélangeant quand on tombe là-dedans sans connaître le pattern nécessairement. Donc c'est là un peu que le rôle d'architecture là-dedans est important parce qu'il va falloir toujours balancer la complexité locale avec la complexité globale, puis à trouver un équilibre là-dedans pour essayer d'avoir globalement un système qui est plus simple et plus maintenable. Oui, pour tout le monde, exactement. Donc, ça conclut. Ça conclut pour aujourd'hui. Donc, comme on a dit, tous les exemples de code vont être sur notre GitHub. Puis, on vous invite à vous abonner à notre chaîne aussi si vous ne l'avez pas déjà pour être notifié des prochains épisodes. Bonne journée. Merci.